Nous sommes au tout début du mois de février 1972 et Simone Lagrange est en train de préparer le repas pour sa famille. À la télévision, passe un reportage où l'on voit un journaliste français, Ladislas de Hoyos, interroger un vieux monsieur à La Paz, en Bolivie, qui se fait appeler Klaus Altmann et dont la rumeur voudrait qu'il s'agisse d'un ancien nazi. Quelques secondes suffisent à Simone pour reconnaître celui qu'elle a malheureusement déjà eu l'occasion de rencontrer alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans. Cet homme, dont elle ne connaissait alors pas le nom, n'est autre que Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Et c'est ainsi que débute le tome 1 de Simone, réalisé par Jean-David Morvan au scénario, David Évrard au dessin et Walter Pezzali aux couleurs. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Jean-David Morvan dans les vidéos consacrées à Malène Résistante, et n'hésitez pas d'ailleurs à aller y jeter un œil. Avec David Évrard, ils se connaissent depuis leurs études de dessin, et ils ont déjà eu l'occasion de collaborer ensemble pour la série Irena en 5 tomes, dont l'intégrale est sortie en octobre 2021, et que je ne peux que vous encourager à découvrir. Avec Walter Pezzali, le duo a donc poursuivi son travail de mémoire en mettant cette fois-ci en lumière une autre grande figure de la résistance, Simone Lagrange. De son vrai nom Simi Kadosh, Simone Lagrange est née à Saint-Fond dans le Rhône le 23 octobre 1930 au sein d'une famille de confession juive originaire du Maroc ayant rejoint la France en 1920 et composée des parents, Rachel et Simon, ainsi que de ses 3 frères et sœurs. La famille installée à Lyon connaîtra les affres de la guerre et de l'occupation allemande, ce qui n'empêche pas Simon le père et Simi de participer activement à la résistance, le premier en aidant au transfert de réfugiés de la zone nord et en transportant des armes, et la seconde en distribuant des tracts de la résistance. La vie de Simone et de ses proches basculera le 6 juin 1944, où sur dénonciation, elle sera arrêtée avec ses parents et l'une de ses sœurs. Alors seulement âgée de 13 ans, Simone sera embarquée dans les locaux de la Gestapo de Lyon et torturée pendant plusieurs jours par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de la région lyonnaise, pour lui faire avouer où se cachaient ses 2 plus jeunes frères et sœurs. Avec sa mère, elle sera par la suite transférée au camp de Drancy, avant d'être déportée à Auschwitz-Birkenau le 30 juin 1944. Rachel Kadosh sera gazée le 23 août 1944, mais elle aura évité ce sort à sa fille en ayant triché sur son âge lors de leur arrivée. Après 5 mois à Birkenau, Simone sera transférée à Auschwitz I où elle travaillera dans une usine jusqu'à l'évacuation du camp le 18 janvier 1945 où avec des milliers de déportés, elle sera contrainte de marcher à pied sur des centaines de kilomètres et dans des conditions extrêmes pour rejoindre le camp de Ravensbrück. Durant cette marche de la mort, elle reconnaîtra son père et lui fera signe. Un officier SS s'approche d'elle et lui demande si elle connaît cet homme. Elle lui répond qu'il s'agit de son père. Le SS fit alors sortir Simon Durand et l'abattit froidement d'une balle dans la nuque devant sa fille, pétrifiée d'effroi. Simone survécut à ces terribles épreuves et elle profitera d'une nouvelle évacuation du camp de Ravensbrück en mai 1945 pour s'échapper avec une compagne d'internement. Quelques jours plus tard, elle put rentrer à Paris et retrouvera ses plus jeunes frères et sœurs qui avaient été cachés dans une institution religieuse. En 1987, Simone apportera son témoignage lors du procès de Klaus Barbie, mais surtout elle s'engagera dans un combat pour la mémoire en intervenant très régulièrement auprès de collégiens et de lycéens, mais aussi lors de cérémonies commémoratives afin de dénoncer la montée des extrêmes, de l'antisémitisme et du racisme. Simone Lagrange est décédée le 17 février 2016 à l'âge de 85 ans, mais son combat et sa mémoire traverseront les époques. Ensuite, il y a eu Auschwitz. Les souffrances du camp, vous savez, c'était quelque chose d'incroyable. Vous racontez les femmes qui en avaient assez et qui se jetaient dans les barbelés, je crois que tout le monde le sait. Vous racontez les mamans qui partaient à la chambre à gaz, qui faisaient quelquefois 3 heures de queue pour être gazées. Elles donnaient la main à leurs enfants et elles chantaient pour aller à la chambre à gaz, monsieur. Elles essayaient d'encourager leurs petits. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, à ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, je voudrais leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent faire un voyage à Auschwitz. Ils verront que les chambres à gaz sont griffées jusqu'au plafond. On voit des griffes dans le mur. J'ai eu le désavantage d'être arrêtée quand j'avais 13 ans, mais j'ai l'avantage de n'avoir que 57 ans bientôt. Et je voudrais, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je voudrais représenter toutes mes camarades qui sont tombées, que j'ai laissées à Auschwitz. Si je témoigne, c'est aussi pour celles qui partaient au moment des sélections et qui nous disaient « Si tu rentres, n'oublie pas d'en parler ». Je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé.
Je pense qu'elles ne sont pas satisfaites de nous. C'est pour ça que je suis ici maintenant. Jean-David Morvan et David Évrard nous offrent ici une formidable occasion de découvrir cette femme exceptionnelle sous un format qui peut sembler déroutant au premier abord. À l'instar d'Irena, qui relate le parcours d'une autre figure de la résistance, polonaise cette fois, Irena Slenderowa, les auteurs ont décidé de ne pas raconter l'histoire de Simone Lagrange avec un dessin réaliste, car la dureté de certaines scènes aurait pu bloquer une frange de lecteurs, et ils ont donc pris le parti de le faire avec un dessin plus typé jeunesse. Pour les couleurs, toujours confiées à Walter Pezzali, comme sur Irena, ils sont allés vers des teintes réalistes, proches de celles que l'on pouvait avoir sur les photographies d'Hugo Jäger, l'un des rares photographes admis dans le cercle intime d'Hitler, et dont les photographies, douces et empathiques, d'hommes, de femmes et d'enfants juifs, prises notamment à Kutno et à Varsovie, servaient à la propagande de la Wehrmacht. Cette démarche a permis à Jean-David Morvan de raconter l'histoire de Simone Lagrange sans édulcorer le propos, même si, au détour de certaines scènes, il faut bien avouer que le dessin n'empêche pas de ressentir toute l'horreur des situations. À l'image d'Irena ou de Madeleine Résistante, il s'agit là d'une lecture essentielle, qui s'adresse au plus grand nombre et notamment aux jeunes générations, qui en connaissant mieux le passé, seront plus à même de combattre les idées néfastes que l'on voit malheureusement trop souvent rejaillir. Pour conclure cette vidéo, je vous propose une interview de Jean-David Morvan, accompagné de David Évrard, réalisée lors d'une séance de dédicace organisée par la librairie BDRama à Reims. Vous en apprendrez ainsi un peu plus sur ce projet en 3 tomes, mais vous aurez aussi quelques informations qui, je suis sûr, raviront les fans de l'auteur. Bon visionnage, et on se retrouve juste après. Non, c'est pas une volonté, je pense que ça s'est fait comme ça, mais bon, déjà dans ma BD Sillage, c'est l'histoire d'une résistante d'une certaine manière, donc je pense que c'est une ligne que j'ai tirée depuis longtemps, sans m'en rendre compte vraiment. Et finalement, j'en arrive à la réalité historique, j'ai expulsé la science-fiction, l'heroic fantasy, et je travaille directement sur elle, mais elle me fascine, donc je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus qui me touche, mais je ne l'ai pas vraiment conceptualisé, mais là je vois bien qu'il y a un truc, c'est sûr. Parce qu'on était d'accord avec David sur Simone, on a tous les deux vu le documentaire, on l'a trouvé super, et lui avant moi je pense, et on s'est dit voilà exactement sur quoi on a envie de travailler après Irena. Et ça c'était au moment du tome 3 je pense d'Irena, et après on s'est dit mais quand même ça va ressembler un peu, dans l'esprit des gens peut-être ça va faire redite et tout ça, même si dans notre tête évidemment c'était pas le cas. Et on a cherché plein d'autres projets qu'on pourrait faire, vraiment pendant la réalisation des albums suivants. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était celui-là qu'on voulait vraiment faire, donc on a un peu oublié tous les autres. Et puis voilà, on a fait Simone, mais vraiment, je pense qu'elle a une force de caractère hors du commun. C'était intéressant de raconter son histoire. Et puis il y a une boucle temporelle avec Klaus Barbie, bref, c'était déjà presque construit dans notre tête. On sait qu'on va le faire. Ouais. Mais on ne sait pas encore comment. C'est un challenge, mais bon, c'est notre métier aussi, donc il faudra qu'on voit sur place comment on va raconter les camps, etc. Je ne pense pas qu'on va s'appesantir tellement, mais c'est aussi ça qui est intéressant avec le fait de faire plusieurs BD, d'avoir par exemple le témoignage de Ginette Kolinka à Birkenau avec elle, c'est-à-dire que ça va aussi m'aider à trouver un point de vue vraiment réaliste sur Simone sans trop en faire, parce que j'ai visité le camp, elle m'a tout expliqué, comment ça marchait et tout. Donc c'est aussi l'avantage de travailler sur plusieurs récits de cette période. L'un nourrit l'autre, par exemple dans Simone, la torture, l'arrestation de Aubrac et Jean Moulin à Caluire, et puis les tortures de Moulin, en fait, c'est Raymond Aubrac qui a raconté à Madeleine comment Moulin était mort, comment ils l'ont tué en lui pressant la tête avec une presse. Et donc ça c'est très peu connu, mais on l'a dessiné la presse à tête dans la BD parce que justement c'est Madeleine qui nous l'avait raconté, donc c'est pas mal en fait, ça nous permet d'ajouter des éléments que je pouvais pas mettre dans Madeleine, mais du coup je les mets dans Simone. En fait c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que quand on a décidé avec David de faire cette BD, je pensais justement que ce dessin-là me permettrait d'aller plus loin dans l'horreur, c'est-à-dire de raconter les choses plus dures quand même. Et si avec un dessin réaliste, en fait, je pense que le seuil de tolérance est beaucoup plus bas, évidemment. Comme avec une photo,
c'est encore pire. Donc avec ce dessin-là, l'idée c'était d'adoucir, certes, mais de pouvoir aller plus loin, justement, de raconter des scènes qu'on ne pourrait pas raconter autrement. Parce que si on ne racontait pas ces scènes-là très dures, en fait, on passait quand même à côté de quelque chose de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'est quand même de raconter l'horreur ultime que ça a pu être. Alors, il y a plein de guerres qui ont été horribles, toutes les guerres sont horribles. Mais là, il y a des trucs vraiment particuliers à raconter. Et c'est là aussi qu'on va jongler sur les camps de concentration, surtout d'extermination à Birkenau. Donc oui, ça adoucit, mais en même temps, ça permet de raconter une histoire encore plus dure, paradoxalement. Et c'est presque un piège, ce dessin. Non, mais par contre, en revanche, dès qu'on a eu l'album, on l'a envoyé à son fils. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait pas, en tout cas ce qu'on voulait, c'était faire une vraie BD qui nous ressemblait, une vraie BD d'auteur, entre guillemets, ou sans guillemets, où on mettrait narrativement ce qu'on voulait. Et on se rend quand même compte qu'en lisant pas mal de BD avec témoignages sur la Seconde Guerre mondiale, ou sans témoignage, on a souvent affaire à une suite d'événements un peu plan-plan, parce que les gens, les témoins évidemment n'ont pas cette imagination bande dessinée. Bon, Madeleine là, parce que Madeleine elle a raconté des histoires toute sa vie, donc avec elle ça marche. Mais souvent on lit des BD un peu avec une suite d'événements un peu chiant. Bon, c'est triste bien sûr, mais en fait on ne ressent pas l'émotion. Et moi je voulais rajouter des choses comme Jeanne Herman en fantôme, comme le rêve de la fin. Bon, ça on ne l'avait pas prévu au début, etc. Mais on voulait faire une BD qui ne soit pas juste une suite d'événements. On voulait faire une vraie BD comme on fait d'habitude. Et ça je pense que ça aurait été très dur de passer. Et d'ailleurs, quand le monsieur il a lu le livre, aussi gentil qu'il soit, il a été un peu surpris et choqué par certaines scènes. Mais maintenant, il m'a dit après, je suis quand même vachement content que vous travailliez sur Maman et qu'on puisse transmettre cette histoire-là aux enfants. Et donc, si vous voulez, venez avec moi pour le tome 2 et le tome 3. On travaillera ensemble sur des détails et tout ça. Et je suis content parce que ça veut dire qu'il a quand même maintenant intégré la manière dont on a fait cette BD et du coup ça ira mieux pour le 2 et 3. Mais si je l'avais fait dès le tome 1, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de faire de la BD parce que je pense qu'il aurait été tellement surpris par les choix qu'on a fait qu'on n'aurait pas pu les faire et on aurait été embêté. Alors que je sais très bien que la première scène, elle marche bien pour le lecteur, elle emmène tout de suite dans l'histoire et c'est typiquement le genre de scène qui l'a gêné évidemment. Et je lui ai dit, mais c'est gênant pour tout le monde. Et justement, l'idée, c'est que ce soit qu'on ait envie d'en savoir plus. Donc voilà. Donc c'est aussi le problème, je pense, des gens qui lisent pas de bande dessinée et à qui on demande finalement d'en faire. Voilà. Ginette Kolinka, mais c'est pas une résistante, Ginette Kolinka, c'est une déportée. Elle a été déportée en même temps de Drancy que Marceline Loridan, Evans et que Simone Veil. Donc elles se sont croisées dans le camp, après elles sont devenues amies. Voilà. Et elle, Ginette Kolinka, c'est aussi la maman de Richard Kolinka, le batteur de Téléphone. Et qui est très sympa aussi et qui nous a raconté d'ailleurs ce que ça faisait d'être le fils d'une déportée alors qu'elle ne voulait pas raconter ce qu'elle avait vécu. Et donc par exemple il pensait que toutes les mamans avaient un tatouage puisque sa mère avait un tatouage mais qu'elle lui avait jamais expliqué pourquoi avec un numéro. Genre c'était le numéro des mamans enceintes, tu vois. Et donc ça c'est vachement intéressant en fait aussi Ginette, mais Ginette elle est géniale, elle a un caractère extraordinaire. Ginette comme Madeleine ont vraiment des caractères super forts mais très différents. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de parler d'elle à cette époque-là, mais aussi aujourd'hui. Le bouquin sur Ginette, ce sera qu'un one-shot, mais on veut aussi la montrer dans sa vie d'aujourd'hui, quand elle fait du sport. Enfin, elle est à mourir de rire, quoi. Quand on est arrivé à Cracovie pour la première fois, la première chose qu'elle voulait, c'était qu'on aille acheter de la vodka pour faire des shots de vodka le soir avec les gens qui étaient là. Donc c'était vraiment son obsession, quoi. Allez, on va acheter de la vodka. Donc on y allait ensemble, on a bien rigolé. Et en revanche, il y a eu un moment assez fort, c'est qu'on a aussi acheté de la charcuterie. Donc elle est juive, mais elle n'est pas du tout religieuse, donc elle mange du porc, ça lui pose aucun problème. Et donc on avait acheté plein de choses, donc il en restait le lendemain. Et on s'est rendu compte dans Birkenau qu'en fait elle avait amené avec elle les tranches de charcuterie qui restaient. Parce qu'en fait elle ne pouvait pas laisser à manger dans sa chambre d'hôtel. Parce que c'était impossible pour elle, la peur de se le faire voler. Si longtemps après restait encore cette espèce d'obsession des camps de concentration. Donc c'était intéressant. Et puis du coup on a appris à cette occasion que par exemple Simone Veil visiblement
qui était quand même une grande dame bourgeoise et une ministre et quelqu'un d'important, en fait, dans les restaurants, elle ne pouvait pas s'empêcher de voler des petites cuillères parce qu'en fait, dans les camps, il y avait cette obsession d'avoir quelque chose pour manger. Et donc, bon, je pense qu'on l'a dénoncé pas à la police, tout le monde était au courant. Mais voilà, c'est vraiment des choses importantes qui restent dans la tête des gens quand ils sont sortis des camps. Et c'est des choses importantes à raconter aujourd'hui encore. Et ben, elle va très bien. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 2 jours à 6 h du mat. J'ai descendu pour lui rendre les clés de l'étage où moi je dors. Et elle était réveillée, elle était en pleine peau. Elle n'avait pas encore commencé à fumer son cigarillo, mais ça, non, franchement, ça allait bien. David était avec moi la veille. Il l'a rencontré pour la première fois. Donc non, elle va bien. Après quelques péripéties, on va dire, le moral est bon et elle carbure toujours autant dans sa tête. Donc c'est parfait. Un grand merci à Jean-David Morvan et à David Évrard pour leur disponibilité et les échanges que nous avons eus hors interview. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et surtout vous encouragera à découvrir cet ouvrage. Afin de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos, à me laisser des commentaires et bien sûr à en parler sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!